Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 4e conférence Perspective destinée à donner de la hauteur de vue aux entrepreneurs du BTP et fièrement propulsée par l'ESJDB. Alors que le monde commence tout juste à voir au-delà de la pandémie qui nous frappe et à faire face aux contre-coups que génère cette dernière pour la branche, il paraît étonnant de se projeter plus loin. C'est pourtant le mantra du chef d'entreprise, lever la tête du guidon et regarder au loin de manière à s'adapter au mouvement à venir. L'acte de construire évolue, et alors qu'il semble difficile de percevoir quels seront les changements à venir pour les PME du BTP, les fondations de cette évolution sont déjà présentes aujourd'hui. Alors l'idée n'est pas de s'amuser à prédire l'avenir et encore moins de vous limiter à un schéma d'évolution possible. D'ailleurs, la pandémie que personne n'a vu venir doit pousser à la prudence quant à nos visions du futur. Nous allons simplement vous présenter des exemples d'évolution en cours dans la profession. Des choses concrètes qui, si elles ne seront pas toutes forcément au cœur de vos chantiers, graviteront forcément autour un jour, que nous le voulions ou non. Pour ça, je vais céder la parole à Julien Bedler, secrétaire général de l'UMGO, l'Union de la maçonnerie et du gros œuvre, pour un regard global qui, nous l'espérons, vous aidera à discerner les leviers du changement dans l'acte de construire. Merci Guillaume, ravi de vous retrouver. Alors effectivement, tu viens de le dire, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Ça, c'est pas moi qui le disais, c'est Pierre Dac, mais la citation est d'actualité, puisque comme tu l'as dit, avec la crise du Covid, et surtout ces répercussions qu'on n'a pas vu venir, en l'occurrence, par exemple, en ce moment, les pénuries de matériaux et la hausse des prix des matières premières qui nous impactent finalement presque plus que la première vague de cette crise sanitaire. Il faut être prudent. Alors, justement, c'est ce que je commence par dire, c'est quelques précautions d'emploi par rapport à ce qu'on va se dire ce soir. Les enjeux sont bien évidemment très différents selon la taille de l'entreprise et puis selon l'activité que l'on exerce et le marché dans lequel on évolue. Je ne ferai pas de prospective, pas de futurologie, comme tu l'as dit, Guillaume. Je me base sur des exemples concrets. Les expériences étrangères, je les manie avec prudence parce que je considère que l'écosystème du bâtiment en France est par beaucoup d'égards assez singulier et ne peut pas être forcément transposé à ce qui se passe ailleurs dans le monde et en Europe. Et puis, évidemment, on va s'interroger sur le rôle des entreprises et j'aurais, de par le fait que je suis secrétaire général de l'Union de la maçonnerie et du gros œuvre, même en essayant d'avoir un regard un peu transversal, bien sûr, j'aurai une orientation plutôt construction neuve et structure enveloppe, bien que j'ai essayé de m'en départir. J'espère, vous le verrez tout au long de cette présentation. Alors, je pars d'un constat simple, un peu brutal, mais on le fait exprès, c'est qu'en France, aujourd'hui, on ne sait pas construire efficacement. Et alors, cette citation qui fixe les idées, le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus viable. La Covid-19 et le confinement ont mis en lumière la fragilité de l'écosystème actuel du chantier. Un ensemble de petites entreprises interdépendantes aux trésoreries fragiles, qui peut s'arrêter net si l'une d'elles fait défaut, une activité soumise aux aléas climatiques, et on l'a vu, sanitaires. Surtout un domaine où faire, défaire et refaire est monnaie courante. Alors évidemment, on met les pieds dans le plat, c'est pas moi qui mets les pieds dans le plat, c'est Patrick Vrignon qui a déclaré ça dans le Moniteur le 12 juin dernier. Il est président de BTP Consultant, qui est un bureau de contrôle. Alors, il dit un peu de manière caricaturale, mais des choses qu'on voit quand même assez régulièrement. Et on entend souvent, comme vous pouvez le voir là, que le bâtiment, c'est un processus long, complexe, fragmenté, que depuis la recherche de foncier jusqu'au montage du dossier, en passant par le fait que le bâtiment n'est pas comme les autres, au sens où c'est un prototype à chaque fois, c'est un domaine vraiment particulier et que pour tenir le budget fixé dès le départ, la seule façon de parvenir, c'est de mettre en pression les entreprises, ce qui aboutit malheureusement à de nombreux dysfonctionnements, la non-qualité, étant estimée à 30%. Alors évidemment, on explique en plus que la main-d'œuvre qualifiée est en train de s'assécher et qu'en plus, elle est mal employée sur le chantier, puisqu'on considère que 34% des heures des ouvriers sur le chantier apportent de la valeur, ce qui sous-entend que le reste ne sert pas forcément à apporter la valeur, que les ouvriers se déplacent beaucoup, cherchent des infos et que les matériaux peuvent être déplacés jusqu'à 8 fois sur le chantier. La traduction de ça, vous l'imaginez bien, c'est que depuis une vingtaine d'années,
on considère que la productivité de la construction est peu exemplaire au sens où elle a progressé presque 5 fois moins vite que ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Alors tout ça, c'est des constats qu'on lit beaucoup en ce moment et qu'on a lu très récemment dans un rapport, le rapport de Bernard Michel et Robin Rivaton, rapport consacré à l'industrialisation de la construction qui a été remis à la ministre du logement en janvier dernier et donc qui reprend un peu tous les constats que j'ai fait là au sens où nous sommes un secteur atomisé, des faibles marges et qui de ce fait investit peu et innove peu puisque quand vous n'avez pas de moyens, évidemment la R&D c'est pas ce que vous faites en premier, que les projets par ailleurs sont plus complexes, qui engendrent une augmentation des coûts, et que le corollaire de ça, c'est que bien évidemment, le bâtiment ne sait pas respecter les délais et la qualité. Alors, il y a un élément nouveau que j'ai trouvé très intéressant dans ce rapport, c'est qu'ils expliquent que finalement la production de nouveaux bâtiments peut devenir un facteur limitant au développement des villes. C'est-à-dire en gros, construire, c'est mal vu. Alors, lié au fait que tout ce qu'on appelle externalités négatives, à savoir le transport des ouvriers, les matériaux, les emprises au sol, le bruit, la poussière, la production de déchets, tout ça sont des choses que les gens n'aiment plus voir et que du coup, ça nuit au sein des espaces urbains denses et que ce sont des facteurs repoussants pour la production de logements neufs. Et on le voit bien d'ailleurs, c'est des choses qu'on a pu voir dans le cadre des dernières élections municipales. Il y a quand même pas mal de sujets, d'équipes municipales qui se sont fait élire en disant on arrête de produire du neuf, on fait que de la réno. C'est pas bête en soi, néanmoins, c'est un tout petit peu caricatural. Et l'autre sujet que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il nous explique que le moteur le plus puissant de l'industrialisation de la construction, c'est précisément la pénurie de main-d'œuvre. Et ça, donc, ils sont allés chercher ces exemples-là dans plusieurs pays qui sont plus à même aujourd'hui que nous d'utiliser l'industrialisation. Alors, évidemment, je ne suis pas, vous en doutez, un fervent défenseur de l'industrialisation. Néanmoins, il m'a semblé justement intéressant de démarrer par l'approche des défenseurs de la construction hors site pour savoir finalement ce qu'ils reprochent à la construction traditionnelle, quelles sont leurs promesses. Leurs promesses, c'est la validation de processus, une application plus de méthodologie tirée de l'industrie, une promesse d'amélioration de la productivité, de limitation des erreurs et des malfaçons, de façon à ce que, évidemment, les acteurs produisent des marges opérationnelles plus importantes tout en réduisant le prix final pour le client, le tout en limitant les nuisances environnementales. Donc des promesses fort ambitieuses, vous le voyez, et qui pour autant peuvent être, et en tout cas c'est mon parti pris aujourd'hui, peuvent être des leviers sur lesquels nous devons travailler, leviers d'amélioration, leviers de changement pour les années à venir. Donc la promesse de 5 leviers que j'ai identifiés par rapport à ce que je viens de vous montrer là. La première qui est de se poser la question de l'ajout d'une dose d'industrialisation dans le secteur, dans la construction traditionnelle. Le deuxième levier qui sera l'appropriation des outils numériques. Le troisième levier, l'amélioration de l'efficacité du chantier, avec en corollaire ce que j'ai quand même singularisé en tant que quatrième levier, l'amélioration des conditions de travail. Et puis, le sujet vraiment fort, le principal presque levier, en tout cas celui qui est très en vogue actuellement, c'est la décarbonation de la construction et puis l'économie circulaire. Alors, je démarre tout de suite avec ce que j'ai appelé ajouter une dose d'industrialisation. Alors d'abord, préciser que l'industrialisation, il ne faut pas mélanger de quoi on parle. Moi, je ne vais pas vous parler de l'industrialisation hors site, ce que j'appelle le modulaire, tel que vous pouvez le voir sur la photo de droite, où là, finalement, l'ensemble du futur bâtiment est préfabriqué en usine et l'activité sur site vraiment ne consiste qu'à assembler ces éléments modulaires à 80% préfabriqués en hors site. Moi, quand je vous parle d'une dose d'industrialisation, c'est finalement une préfabrication plus dont on a un peu l'habitude aujourd'hui. C'est des éléments préfabriqués hors site que nous allons venir continuer à assembler, mais le rôle du chantier reste important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la préfabrication est déjà très bien encadrée, notamment dans le cadre du Code de la construction et de l'habitation, puisque en 2018, la loi Elan a reprécisé ce qu'on entendait par préfabrication. Et donc, j'apporte juste
une précision pour les entrepreneurs de bâtiments qui consiste à expliquer que la préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués, assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier, et que ces éléments préfabriqués peuvent sortir soit d'une usine, soit d'un atelier, soit d'une installation temporaire jouxtant le chantier. C'est très important, de manière à ce que, typiquement, je pense aux entreprises qui ont parfois l'habitude de faire de la préfabrication in situ, de savoir que cette façon de faire continue à être considérée comme de la préfabrication. Alors la préfabrication, c'est pas nouveau. Suite comme vous pouvez le voir, à l'incendie de la cathédrale de Reims en 1914, on avait reconstruit la charpente. Alors, on n'a pas fait le même choix que Notre-Dame à l'époque. On avait décidé de refaire ça avec des éléments préfa en béton. Donc, ce qui a été fait là, c'est la première, je dirais, massification un petit peu symbolique de la préfa. Celle, bien évidemment, que tout le monde a en tête, c'est post-Deuxième Guerre mondiale, l'année 50-60, avec une préfabrication dite lourde et fermée. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un besoin de volume de logement qui fait qu'on construit des usines d'où sortent les murs et les planchers et on assemble sur le chantier au plus près des usines. Là, l'idée, c'est vraiment de faire du volume. On ne se préoccupe de rien d'autre que de loger les Français. Puis, quand, je dirais, la demande se tarit parce qu'on a résolu cette problématique, vient la période années 60-80 où là, on va parler de préfabrication ouverte, de composants industriels. Et là, alors on voit arriver donc des choses qu'on connaît très bien dans la maçonnerie gros œuvre, donc les planchers, poutres alourdies, les dalles alvéolaires, les prédales, les choses comme ça. Évidemment, la photo du milieu, c'est ces systèmes-là poussés à l'extrême pour répondre aux exigences thermiques qui se sont fait jour au fur et à mesure des différentes réglementations. Mais on peut aussi considérer que, par exemple, les cloisons à base d'ossature métallique, plaques de plâtre, sont aussi des composants industriels qui ont vu leur essor dans ces années-là. Donc, c'est des choses sur lesquelles, encore une fois, il ne s'agit pas de découverte, mais il faut se réapproprier ces sujets pour mieux comprendre dans quelle direction on va. Parce que la direction... alors, c'est pas, je ne vais pas vous faire croire que c'est une lame de fond, bien évidemment, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les choses bougent. Et là, j'ai pris comme exemple en 2008 FH Construction qui achète HVA Concept. HVA Concept sont des gens qui fabriquent, donc ça a intégré FH Construction Industrie. Et l'idée à l'époque, c'est de sortir d'usines des salles de bain préfabriquées. Alors là, en l'occurrence, pourquoi de la salle de bain préfabriquée ? C'est assez simple, hein, c'est parce que sur un volume très réduit, sur une surface très réduite, vous faites intervenir un grand nombre de corps d'état, beaucoup d'interfaces entre les différents corps d'état, ce qui fait que potentiellement, c'est un sujet sur lequel il y a de la valeur ajoutée et c'est pas un hasard. Donc du coup, si FH Construction, par le biais d'HVA Concept, a attaqué ce sujet par la salle de bain préfa. Alors voilà ce que ça donne quand ça arrive sur le chantier. Là, on est sur un chantier, comme vous pouvez le constater, très traditionnel et toutes les petits blocs blancs que vous voyez, ce sont des salles de bain qui sont arrivées prêtes à être raccordées. Donc là, pour le coup, pourvu que ce soit prévu dès le départ, ce sont des choses qui sortent tout droit d'usine. C'est une dose d'industrialisation. Alors, ça sort d'usine, ça c'est l'usine d'HVA Concept. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'approche, c'est que, comme vous le voyez, on est dans des notions de série. On est dans HVA Concept a l'habitude de dire qu'on fait du sur-mesure en série. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il leur faut quand même une commande minimale pour commencer à lancer une série. Néanmoins, ils s'adaptent à la demande des clients. Ce qui m'a intéressé aussi, comme vous le voyez en bas, c'est que en bas à gauche, c'est que tout est prévu, tout est raccordé, y compris maintenant les équipements techniques, tels que vous pouvez le voir là. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi dans l'approche, c'est le carreleur que vous voyez. À la différence d'un carreleur traditionnel, il est debout. Il est debout. Tous les postes de travail ont été travaillés pour justement penser pour réduire la pénibilité. Il y a 100 personnes qui travaillent dans l'usine, 40% de femmes. 40% de femmes, ça montre bien qu'en termes de prod, ils ont quand même pas mal réfléchi à cette problématique-là. Et puis, bien évidemment, on peut imaginer que le carreleur qui travaille à niveau comme ça est plus à l'aise que son homologue, entre guillemets, qui travaille différemment sur un chantier plus traditionnel. Loin de moi, encore une fois, l'idée de dire que ça, c'est magique et ce qu'on fait d'ordinaire n'est pas intéressant. L'idée est de montrer que c'est une voie de progrès et que quand on la pousse dans ces exigences-là, il y a moyen d'aborder les sujets de manière différente, je dirais. Alors,
Eiffage Construction Industrie est allé au-delà. Ils ont pensé aussi aller sur de la chambre, pas se satisfaire de la salle de bain, d'aller sur des chambres d'hôtel. Donc là, c'est des choses qu'ils ont commencé à voir. Et puis, donc, ils travaillent le concept actuellement de remplacer les ossatures métalliques par des ossatures bois au travers d'un concept qui s'appelle Wawood. Parce que vous le verrez tout à l'heure, le bois, le biosourcé a le vent en poupe et que là, on marie la dose d'industrialisation et le biosourcé. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si je vous prends cet exemple-là. C'est que, comme vous pouvez le voir, par rapport à la photo que je viens de vous montrer, tout ça est très, très cousin de ce qui se fait dans la construction navale. Là, typiquement, vous avez la façon dont les cabines sortent, les modules de cabines sortent pour être installés dans les futurs paquebots, et vous voyez tout de suite la similitude avec ce que je viens de vous montrer. De toute façon, STX France, la navale, comme on a l'habitude de dire, ne considère pas les choses autrement que comme étant un énorme chantier de bâtiments. Ce qu'ils appellent un bloc, c'est un immeuble de 5 niveaux avec tout déjà embarqué, comme vous pouvez le voir, les coursives, les balcons, etc. C'est exactement la même chose que ce qu'on peut retrouver, nous, dans le bâtiment. Ils utilisent les mêmes outils que nous, ou plus exactement, nous commençons à utiliser les mêmes outils qu'eux, au motif que nous faisons de la CAO, de la réalité virtuelle, des maquettes à l'échelle 1, des choses comme ça. Et puis, cette notion de petite série, c'est-à-dire que, bien évidemment, on n'est pas... chaque bâtiment est un prototype, néanmoins, ils sortent 4 paquebots. Là, en l'occurrence, quand on fait des séries de 4, ça suppose qu'on développe, je dirais, des solutions techniques et des process qui sont un peu répétitifs et qui nous permettent d'avoir une courbe de progression et une courbe d'apprentissage. Ça, c'est des choses, c'est la dose d'industrialisation. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on va déjà, bien évidemment, dans du bâtiment complet, du modulaire tel que je l'ai évoqué précédemment, où là, pour le coup, c'est un sujet... Alors là, c'est un bâtiment qu'a livré l'entreprise Ossabois en janvier 2020. On est en R+2, R+3. C'est le campus universitaire de Pessac. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est le fait que ça a été construit rapidement, en moins de 9 mois. C'était la promesse que je vous disais tout à l'heure du hors-site. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête quand on a des interlocuteurs tels que un campus universitaire. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le rythme de pose, 6 modules en moyenne par jour, ce qui fait qu'un bâtiment de 100 chambres est livré en un mois et que que l'intervention se fait en site occupé. Donc, c'est des choses quand même qu'il faut avoir en tête, et on peut comprendre que sur certaines typologies de maîtres d'ouvrage, ça puisse être un discours intéressant. Alors, le profil d'Ossabois, c'est 180 collaborateurs, 4 usines, et il livre 1000 à 1200 logements par an, 1500 à 2500 modules. Voilà, et donc, on sent bien, alors... Est-ce que c'est du bâtiment ou pas au sens de la convention collective? Je vous en laisse juge. Mais en l'occurrence, vous voyez, ça, c'est quand même des acteurs qui sont présents et qui font valoir une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas. C'est une notion qui commence à se déployer. Trécobat, je l'ai pris comme ça parce que c'est des gens qui intègrent le pôle habitat, qui sont adhérents du pôle habitat de la FFB, ont annoncé la mise en place d'une usine pour une marque dédiée à la construction bois hors site. Alors, j'ai aussi souhaité attirer votre attention sur le fait qu'on ne parle pas que de construction neuve. On est en train de parler aussi de massification de la rénovation énergétique. Et là, typiquement, d'abord parce que le plan France Relance, certes, a oublié un petit peu le neuf, mais a mis pas mal d'argent, donc 2 milliards d'euros pour la rénovation énergétique sur les années 2021-2022. Et donc, pour l'Union sociale de l'habitat, c'est l'opportunité de massifier les rénovations énergétiques qualitatives. Et donc là, c'est un premier démonstrateur, ce que je vous montre, un démonstrateur Energisprong, qui est un concept hollandais, qui a été implanté, qui a été déployé en France par le biais d'un contrat signé par un bailleur qui s'appelle Veolia, dans le Nord, pour la réhabilitation de 160 maisons à Waterloo. C'est un groupement mené par Rabot du Tilleul, en contrat CREM, donc c'est conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc on voit bien que c'est du contrat de massification quand on est à 160 maisons, mais vous connaissez ça, c'est la maison typique du nord de la France, c'est des maisons en bande, briques rouges. Alors, on conserve tout à fait le caractère traditionnel parce que la façade que vous voyez posée par la grue mobile là arrive
intégralement terminée. Et puis, quand vous allez retirer un petit peu la bâche de protection blanche, on retrouve la typologie brique rouge traditionnelle, sauf que, en gros, l'intervention sur site se résume, entre guillemets, à un réglage de la façade sur les éléments précédemment, les éléments de réglage qui ont été précédemment installés par les équipes de Rabot Tilleul. Mais vous voyez bien que l'intervention sur site est très courte. Et là aussi, c'est des choses sur lesquelles, encore une fois, je ne suis pas du tout en train d'expliquer que c'est la solution miracle pour tout faire, mais c'est des solutions sur lesquelles il faut que nous ayons un regard intéressé pour voir un petit peu quelles sont les promesses et les avantages et potentiellement les inconvénients de ces sujets. Alors ça, c'était le côté ajouter une dose d'industrialisation. Julien, Pardon, si tu permets, je t'en prie. j'ai une ou deux questions sur la partie là, que tu viens avant de poursuivre. Bien sûr. J'ai une question là. A-t-on suffisamment exploité le lien entre construction navale et BTP en recherche et développement, par exemple? Il y a de telles similitudes qu'on se pose la question. Alors en fait, moi encore une fois, j'ai un regard assez extérieur sur le sujet. Ce que je peux constater, c'est que tous ceux qui poussent la préfabrication, l'industrialisation dans le bâtiment sont de près ou de loin, ont de près ou de loin une expérience dans la navale. Ça, ils me l'ont tous dit assez clairement. Donc, il y a une affection particulière sur la façade ouest sur ces sujets-là. Alors après, ça, c'est un sentiment très personnel, Guy, par rapport à ce que tu dis là. Il y a une différence, je trouve, fondamentale par rapport à la construction navale versus la construction de bâtiments. C'est que quand je m'appelle STX et que je construis des paquebots à Saint-Nazaire, je suis le client, j'impose mes méthodes et, entre guillemets, si vous voulez travailler avec moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Dans le bâtiment, on est quand même beaucoup plus atomisé, ce qui fait que par définition, les choses ont plus de difficultés à se mettre en place. D'ailleurs, c'est quelque chose que signale le rapport Michel et Rivaton, c'est la taille critique pour permettre d'implémenter les méthodes, entre guillemets, industrialisées pour que ça soit rentable, tout simplement. Il y a des exemples, je pense à Catera aux États-Unis, qui montrent que c'est difficile d'atteindre, je dirais, la taille critique de logement pour rentabiliser de telles usines. Néanmoins, là où je termine là-dessus, pour tout ce qui est CAO, appropriation des outils numériques, réalité virtuelle, etc., évidemment, il y a des choses à tirer de l'expérience de la construction navale. Et c'est des choses qui sont en cours. Néanmoins, évidemment, comme je le disais, les acteurs, les problématiques et la diversité, leurs problématiques, et leur diversité fait que l'appropriation ne peut pas être forcément, on y va pas à pas. Ok. Une autre question sur cette partie, puis après je te laisse enchaîner. On me demande si les entreprises qui auraient la taille critique, selon ce que tu viens de dire, comment peuvent-elles se préparer à la préfabrication dans leurs ateliers? Je pense que la base, alors moi, tout ce que les gens me disent par rapport à ça, c'est d'abord que la préfa, ça ne se décrète pas. Il faut réfléchir. Alors, dès la conception, c'est là où la taille critique est importante. C'est-à-dire que autant passer en traditionnel quand on a prévu de la préfa ne me semble pas trop compliqué, autant passer en préfa quand on est parti en traditionnel, les acteurs expliquent que c'est un tout petit peu compliqué. Donc je pense que la base de la base, c'est de réfléchir à où est-ce que j'imagine avoir des leviers de gain. C'est-à-dire la préfa pour la préfa ou l'industrialisation pour l'industrialisation, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme on le verra tout de suite après, les outils numériques, c'est où est-ce que moi, entreprise, je considère que j'ai des gains à faire. D'ailleurs, c'est exactement ce que peut témoigner le président de Rabot Tilleul, qui a témoigné sur ce sujet. Il dit, nous, on s'est approprié les méthodes industrielles et on a regardé là où elles étaient le plus pertinentes dans nos process pour progresser. On n'est pas parti, c'est un moyen, c'est pas une fin. D'accord. Juste un petit complément, j'avais dit que c'était la seule, mais est-ce que les fournisseurs ne vont pas s'empresser d'occuper le terrain? Bien évidemment, c'est pour ça que il faut que les entreprises, si elles veulent conserver leur part de valeur ajoutée, au travers de tout ce que je vais vous dire ce soir,
il y a une notion quand même intéressante, c'est qu'on voit que, c'est pas nouveau, mais que la valeur ajoutée a quand même tendance à remonter, la valeur ajoutée a tendance à remonter l'acte de construire, c'est-à-dire que de plus en plus de choses se dessinent et se décident au niveau de la conception. Et donc, on sait bien, nous, qu'en tant qu'entreprise, c'est des choses sur lesquelles on a peu de prise. Donc, il faut absolument qu'on réfléchisse justement à ne pas se laisser submerger par la vague. Encore une fois, peut-être que ça sera une vaguelette, et à la limite, peu importe, pourvu qu'on y réfléchit précédemment. Donc là aussi, c'est de se dire, plutôt que d'essayer de lutter contre le tsunami, dans quel sens je prends la vague? Et effectivement, et ça, c'est vraiment chaque entreprise, en fonction de son corps d'état, qui est capable de le dire. En fonction de sa taille, en fonction de sa capacité à aborder les sujets de conception-réalisation ou pas, est-ce qu'elle est en réno ou pas, enfin voilà, il y a vraiment, c'est une analyse à faire entreprise par entreprise, mais il est évident, et si on était des fournisseurs, on le ferait, que c'est la porte ouverte à toute la phase amont, concepteur, fournisseur et tout, de recapter de la valeur ajoutée. Très bien, merci Julien. Je laisse poursuivre. Merci Guy. Alors, donc le deuxième sujet, et ça va dans le sens de ce qu'on vient de se dire, c'est de s'approprier les outils numériques. Parce que le corollaire de l'industrialisation et de toutes ces méthodes-là, c'est que pour le coup, si vous n'avez pas conçu vos projets suffisamment avec les outils numériques, alors là, vous avez perdu une grande partie de la promesse de l'intérêt, entre guillemets, de la dose de préfa. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'est pas capable... ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à partir du moment où vous devez nourrir des machines numériques dans une usine et que les plans d'origine ne sont pas en numérique, ça perd un peu de sens. C'est des choses qu'on connaît, hein, mais en l'occurrence, c'est pour moi quelque chose d'essentiel si on veut que ça fonctionne. Donc si on veut que ça fonctionne, ça veut dire aussi que les entreprises doivent s'approprier les outils numériques. Alors, là aussi, moi j'aime beaucoup toujours revenir en disant, il faut être très modeste. La première journée informatique et construction qui avait été organisée par le Moniteur, c'était en 1984. Donc encore une fois, quand à chaque fois on nous dit la construction, vous êtes tout le temps à la ramasse, vous êtes en retard sur tout, non, il y a un moment on n'est pas en retard sur tout, simplement, il y a un moment où on a un peu tendance à confondre les moyens et les fins. Et donc en 2015, rappelez-vous, on lance le plan de transition national du bâtiment. C'est un plan de transition numérique dans le bâtiment. L'idée étant de faire entrer la filière du bâtiment dans l'ère du numérique et donc notamment de s'approprier le BIM pour construire plus, mieux et moins cher. Et là, c'est là que le bas blesse parce qu'évidemment, on a fait là beaucoup trop de promesses. On a fait beaucoup trop de promesses, notamment quand vous dites aux maîtres d'ouvrage que grâce au BIM, ils vont construire 10, 15, 20% moins cher. Évidemment, à mon sens, on part sur de mauvaises bases. Ce qui fait que du coup, depuis 2015, probablement, alors moi j'ai été parmi les premiers à être les fervents défenseurs du BIM, le BIM pour les maçons, le BIM pour tous les autres corps d'État. Et puis, évidemment, le soufflet est retombé parce que les entreprises nous disent, oui, mais nous, on nous a rien demandé. Les maîtres d'ouvrage n'y vont pas vraiment, sont peu demandeurs, etc., etc. Donc, en 2018, il y a eu un relancement de tout ça, donc par l'intermédiaire du plan BIM 2022, j'y reviens tout de suite après. C'est la suite du plan de transition numérique. Et là, l'idée, c'est d'essayer quand même de concrétiser la transformation numérique du bâtiment. Les projets virtuels, c'est bien, mais essayons de concrétiser tout ça. Et donc là pour le coup, les pouvoirs publics ont mis encore une fois un budget pas négligeable sur la table. Il y a 10 millions d'euros sur la période qui sont consacrés à ça. Alors, là, déjà, la première chose que je souhaite évoquer ce soir, c'est le fait qu'on n'est pas en retard. On n'est pas en retard parce que finalement, il y a un baromètre qui est sorti, publié par le plan BIM 2022, qui est récent, un baromètre 2020, et donc qui dit que finalement, peu d'acteurs ont recours au BIM dans leurs projets. C'est ce que vous voyez à droite. A priori, les plus utilisateurs seraient les maîtres d'œuvre à 28%. Et puis après, on tombe très très vite. Et donc, comme vous voyez, les entreprises de travaux, elles sont que 2% à dire qu'elles ont recours au BIM dans leurs projets. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'encore une fois, on n'a pas travaillé sur les cas d'usage. On a encore réfléchi aux moyens et pas à pourquoi on le faisait. Et donc, les principaux freins au développement du BIM, comme vous pouvez le voir, c'est que 51% ne perçoivent pas l'utilité et le besoin dans leur entreprise. Donc après, je mets dans une moindre mesure les problèmes des coûts de maintenance et d'investissement, parce qu'encore une fois, quand on y trouve un intérêt, ça, on voit vite que c'est des choses qui passent au second plan. Il faut quand même être
positive sur le sujet, puisque c'est ce que je vous montre à gauche, 37% des acteurs de la filière sont convaincus que le BIM est un enjeu stratégique ou important pour leur activité, et que 65% de ceux qui l'ont utilisé considèrent que ça leur a fait gagner du temps et de la qualité sur leur projet. Alors, nous, ce qu'on a pu voir très modestement au sein de l'Union de la maçonnerie et du gros œuvre, c'est qu'en fait, quand on déploie le BIM dans une entreprise, il faut le faire pour soi. Il ne faut pas essayer de le faire en attendant que le maître d'ouvrage se décide à demander quelque chose, parce que ça, c'est souvent le piège. D'ailleurs, quand dans le CCTP, d'un coup, on voit arriver une demande spécifique sur la maquette numérique, les entreprises sont assez démunies et c'est de mauvaise augure pour les deux. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage n'y trouve pas son compte parce que potentiellement, il a moins d'entreprises qui vont répondre à son appel d'offres, entreprises qui, par ailleurs, feraient très bien le boulot sur le chantier. Et puis, les entreprises, c'est pas parce qu'elles voient les choses dans les CCTP qu'elles progressent. Donc, en l'occurrence, c'est un peu sclérosant pour tout le monde. Donc, nous, ce qu'on a pu voir, encore une fois, modeste retour d'expérience, c'est que, alors je vous encourage à aller voir sur les sites, vous trouverez ça assez facilement sur le site de la FFB, sur le site de l'UMGO. On a fait plusieurs films qu'on a intitulés « Il était une fois le BIM », qui montrent un petit peu comment une entreprise, chez qui ça a marché, s'y est pris. Donc d'abord, une volonté pour convaincre, anticiper, mobiliser. Si on n'est pas convaincu, si on le fait un petit peu à marche forcée, honnêtement, ça ne marche pas. Et ça, c'est pas spécifique au BIM. Il faut avoir fait un diagnostic stratégie, équipement, compétences. Pour ça, il n'y a aucun problème aussi. Nombre de fédérations départementales ou régionales du bâtiment sont équipées pour vous aider à le faire. Alors, soit elles le font directement, soit elles le font par le biais de prestataires. Mais vraiment, c'est des choses qui sont maintenant assez faciles à déclencher. Et puis, ce qui est important, c'est le bac à sable. C'est le projet pour expérimenter et pratiquer. Combien d'entreprises ont investi dans un logiciel, ont formé leurs équipes pour le faire, mais n'ayant pas à l'usage, ont perdu un peu le bénéfice de tout ça. Donc voilà, ça c'est important, le projet pour expérimenter et pratiquer. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, de convaincre un maître d'ouvrage d'y aller. Néanmoins, voilà, moi c'est le retour que j'ai, c'est si on n'a pas ça, c'est compliqué de se mettre à l'épreuve. Et puis donc ça s'appelle une logique de formation-action. C'est ce que j'appelle le bac à sable. C'est on va tous découvrir ensemble pour y parvenir, parce qu'en l'occurrence, en gros, à part quelques spécialistes, on n'a pas encore trop l'habitude d'y aller. Alors voilà, je passe relativement vite là-dessus. Ce qu'il faut, c'est que dans l'entreprise, il y ait des hommes clés à chaque fois qu'on va envisager une application du BIM. Et pourquoi je dis envisager une application du BIM? Parce qu'il va falloir définir sa priorité dans l'usage. Vouloir courir tous les lièvres à la fois, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, on va droit dans le mur quand on s'y prend comme ça. Et donc, de ce qu'on a pu constater aujourd'hui, assez massivement, les entreprises se sont emparées du BIM spécifiquement sur la phase étude de prix. Et bien, c'est très bien parce que finalement, elles le font pour leur compte. Ça leur permet de revoir leur mode opératoire, ça leur permet de revoir leur base de prix, tout en s'appropriant les outils. Les outils, alors les outils, c'est finalement... on n'est même pas encore dans le BIM, il s'agit simplement d'introduire une culture digitale sur le chantier et dans l'entreprise. Et puis, tout témoigne de l'intérêt immédiat de la 3D pour une meilleure compréhension. On a toujours l'habitude que n'importe qui sort de l'école à partir d'un plan et d'une coupe sait extrapoler dans sa tête une 3D. Eh ben non, grâce au BIM, on s'est rendu compte que, sur le chantier, c'est quand même beaucoup plus facile d'expliquer aux équipes ce qu'elles vont construire avec un avatar numérique, même quand même soit-il pas encore complètement renseigné tel que le BIM niveau 5, 6, 7 nous le promet. Et ça ne nécessite pas d'investissement logiciel. Une visionneuse gratuite sur Internet permet de consulter les maquettes. Donc ça, c'est important pour s'y mettre. C'est pas compliqué, encore faut-il le vouloir. L'intérêt immédiat, c'est la vérification des interactions, les clashs, la fameuse retombée de poutre dans laquelle passent tous les réseaux. Ça, en théorie, on le voit avant de mettre en œuvre sur le chantier. Donc, ça permet de traiter un maximum de conflits en amont. C'est bien pour ça que la majorité des sujets qui nous remontent, des dossiers, on voit cohabiter la maquette structure et la maquette réseau, puisque c'est le premier intérêt immédiat qu'on voit. Et là, évidemment, on est allé plus loin. On a regardé un petit peu ce qui se passait quand on intégrait l'ensemble des corps d'État. Et là aussi, ça ne va pas vous étonner. Évidemment, sur un chantier, c'est un peu comme pour le Lean, dont on parlera tout de suite après. Il faut que tous les acteurs du chantier soient convaincus de la démarche. S'il y en a un qui décide de pas y jouer le jeu, tout de suite ça complique la tâche des autres, parce que par définition, alors là on est vraiment dans l'interaction globale et l'interdépendance. Et puis bien évidemment, là aussi c'est pas nouveau, mais ça a permis de le découvrir, il y a une vraie maturité différente selon les corps d'État. Parce que par exemple, quand vous êtes métallier, serrurier ou menuisier, que vous avez l'habitude d'une phase atelier dans laquelle potentiellement vous avez déjà des machines qui nécessitent
de la conception, vous avez un petit bureau d'études en interne et vous sortez des plans numériques, et ben, par définition, vous avez une appropriation plus rapide et que potentiellement, voilà, les acteurs de l'enveloppe, du bardage, de la plomberie, voilà. Mais peu importe, l'idée c'est que à partir du moment où on est constructif, ça avance. Voilà. Et je termine cette séquence pour vous dire que non seulement il n'est pas tard pour s'y mettre, mais il est même complètement d'actualité, puisqu'en l'occurrence, en février dernier, le plan BIM 2022 a travaillé sur, a mis en ligne 6 tutoriels essentiellement dédiés à l'étude de prix. Comme vous pouvez le revoir, les 3, 4, 5 et 6, c'est des tutoriels études de prix selon les lots dans lesquels, les corps d'état dans lesquels vous travaillez. L'idée là, c'était on a fait travailler les entreprises sur ce qu'elles considéraient, donc ça s'appelle le projet BIM Olympie, et l'idée là, c'est de demander aux entreprises qu'elles considèrent être un DCE numérique idéal pour elles, pour répondre au DCE. Et donc dans ce cadre-là, l'idée étant de gagner du temps et d'être plus efficace, on leur a demandé ce qu'elles cherchaient et on a fait des tutos qui sont là aussi très faciles à retrouver sur le site du plan BIM 2022. Voilà, je m'arrête là pour l'appropriation des outils numériques. Je ne sais pas si tu as des questions, Guy, sur ces sujets. J'en ai 2 là encore que j'ai sélectionnées parmi toutes celles que j'ai eues. Quelqu'un me résume là, donc il faut être convaincu de l'intérêt par le dirigeant, disposer du projet qui va bien, ce que tu appelles le bac à sable, et se définir une priorité. Alors la question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a une typologie de dirigeants plus sensible que d'autres à cette démarche BIM? Non, alors ce qui est intéressant, il y a l'aspect convaincu. Et après, alors oui, c'est très intéressant, ça, il n'y a pas de question d'âge. On pourrait se dire, oui, alors les baby boomers, moi, je ne sais plus comment on les appelle maintenant, mais ils sont plus dans le coup, c'est les jeunes qui vont apporter ça. Non, il n'y a pas du tout de ça. L'exemple que je vous ai montré, le patron de l'entreprise, c'est juste, il a fait en sorte de mettre ça en place. Il n'avait pas de connaissance particulière du sujet préalable. Simplement, comme je vous l'ai dit, il a pris un peu de temps sur le diagnostic. C'est-à-dire, il a regardé où il en était, il a regardé de quoi il disposait, il a regardé des équipes dont il disposait, parce que comme je vous le disais, selon que voilà, il vous faut quelqu'un de solide aux études de prix, aux méthodes sur le chantier, selon le déploiement que vous envisagez, si vous n'avez pas un relais efficace sur le levier que vous avez sur lequel vous avez décidé d'agir, évidemment, c'est compliqué. Donc, moi, je dirais, tout part de ce diagnostic homme, stratégie, compétences. Une fois qu'on a fait ça, honnêtement, je ne vais pas dire que c'est simple, mais ça déroule. Et surtout, vous avez la chance maintenant que quand même, il y a eu quelques pionniers qui soient allés sur le sujet. Et là encore, je parie que vous trouverez assez facilement par l'intermédiaire de la fédération, bien évidemment, mais vous pourrez trouver des collègues qui ont fait à peu près la même chose que vous et qui sauront, je pense, vous dire par où commencer et surtout peut-être les erreurs à éviter. Ça, c'est tout l'intérêt aujourd'hui de passer maintenant, je dirais. Mais surtout, pas hésiter à s'y mettre. Une autre question, là, merci Julien. J'ai une autre question. Le BIM a-t-il un avenir en rénovation? Parce que là, on avait l'impression que ça... Ouais, très très bonne. Alors oui, effectivement, je ne peux pas tout traiter. Alors moi, je pense que vraiment oui. Et d'ailleurs, je vais être très clair, les maîtres d'ouvrage moi, je ne fais pas le procès aux maîtres d'ouvrage de ne pas, entre guillemets, avoir demandé quoi que ce soit. Évidemment, quand je suis un bailleur, mon problème, c'est moins ce que je construis en neuf que mon patrimoine. Donc, toute la logique aujourd'hui, c'est le relevé du patrimoine existant. Et donc, là-dessus, il n'y a rien. C'est pareil, le matériel existe. On voit des scanners de plus en plus performants avec des algorithmes qui vous permettent en peu de relevés de faire quelque chose de quand même très très solide au niveau du plan de la configuration. Et puis après, assez facilement, enfin pas assez facilement, mais en termes d'interopérabilité, on arrive à plugger ça au logiciel d'entretien, enfin je sais pas comment ils appellent ça, mais des bailleurs. Donc par rapport à ça, je suis convaincu que en réno, il y a un vrai intérêt du BIM. Je vous donne un autre exemple. Là aussi, peut-être ne pas attendre que les maîtres d'ouvrage aient une demande sur le sujet. Moi, je me rappelle très bien un agenceur en Normandie me racontant que
quand il travaille dans des maisons à colombage normandes, les murs sont pas droits et que il a un petit scan, il se fait un relevé et que du coup son plan de travail, quand il sort de son atelier, il est calé sur tous les défauts de planéité du mur. Plutôt que de devoir faire les ajustements in situ. Bon, voilà, ça peut vous paraître des choses peut-être un tout petit peu anecdotiques, mais moi, je suis convaincu que c'est justement par ce genre de multiplication de cas d'usage qu'on va y trouver notre compte. Et on le voit, hein, on le voit. Ne serait-ce que pour dernier exemple, nous, on le voit aussi sur la réception des supports. À partir du moment où vous allez pouvoir assez facilement superposer la réalisation la réalisation théorique de ce qui a été fait concrètement sur le chantier. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà vu faire en réalité virtuelle. Et honnêtement, la seule limite qu'il y a encore à l'exercice, c'est le prix et la précision des outils. Mais sinon, c'est aussi des applications qu'on va trouver. Et là, vous avez bien compris, moi, je ne m'axe pas spécifiquement sur le BIM, je parle vraiment de la transition numérique. L'appropriation des outils numériques, c'est vraiment la première phase qui nous permettra de nous approprier le BIM. Très bien, merci. Nous retenons introduire la culture digitale. Ouais, tout à fait. Alors, un point que j'aborde rapidement, parce que d'abord l'heure tourne, et puis ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu, c'est le lean construction. C'est ce que j'appelle améliorer l'efficacité du chantier. Lean construction, c'est regarder autrement ce qu'on connaît sur le bout des doigts. Donc c'est effectivement, alors ça, on le vit tous, hein, c'est le nombre de fois où on redéplace la boîte de conserve qu'on a achetée entre le moment où on le met dans le caddie et le moment où elle atterrit dans notre armoire, dans notre cuisine. Évidemment, il s'est passé beaucoup de temps. Donc c'est pareil sur le chantier, tout le monde connaît ça. Donc ça, je ne reviens pas trop dans le détail sur le sujet, puisque vous avez une conférence perspective sur le sujet qui s'appelait Lean Management et Intelligence Collective, que je vous encourage à aller voir pour avoir plus de détails sur le sujet. Je me contente de faire quelques rappels, parce que cela me semble être quand même assez marquant. On considère que 10% du chiffre d'affaires passe en reprise qualité. C'est à l'heure où on a des marges très très faibles. On ne peut pas se passer de se réinterroger sur ça. C'est à partir du moment où au moindre soubresaut des matières premières, on est capable de perdre l'intégralité de notre marge. Il faut se reposer les questions de la façon dont on travaille. Donc 10% du chiffre d'affaires passé en reprise qualité, 30% des heures sur chantier gaspillées, 35% du délai chantier pourrait être gommé. C'est quand même majeur. En moyenne, un compagnon marche 20% de son temps. Donc, c'est quand même 7 à 12 km par jour. Alors, outre le fait que ça le fatigue, même si c'est bon pour la santé de marcher, c'est quand même pas super. Et un chef de chantier est interrompu toutes les 6 minutes. Comment voulez-vous qu'un chef de chantier interrompu toutes les 6 minutes arrive à être parfaitement efficace? Alors, le lean, c'est très simple, hein, vous l'avez déjà vu, mais le principe, c'est de chasser la non-valeur ajoutée. Donc, la non-valeur ajoutée, c'est ce que vous voyez en haut, c'est déplacer le matériel, rechercher l'information, les reprises qualité, l'attente, chercher le matériel. Ça, c'est des choses qu'on a vues avec la Covid. Ça a été magique parce que là, pour le coup, ça nous a sauté aux yeux quand les négoces ont redémarré, etc., qu'il fallait faire la queue pour patienter au drive et tout. Là, on a vu à quel point on était dépendant de toute cette chaîne logistique. Ça, c'est quand même important de se poser cette question-là. Et la valeur ajoutée, c'est des choses qui nous permettent de construire, donc tracer, implanter, couler, vibrer, tirer des câbles, fixer des plaques de plâtre, peindre. Tout ça, c'est la valeur ajoutée. C'est ce qui fait qu'on gagne du temps. Enfin, pardon, c'est ce qui fait que c'est ce pourquoi on est payé. Tout le reste, on n'est pas payé pour. Donc, les objectifs du Lean, c'est de faire en sorte que un planning compris par celui qui les réalise devienne un planning compris par tous. Qu'un planning qui est optimisé pour un corps d'état ne soit plus un planning optimisé par un corps d'état, mais optimisé par tous. Voilà, je passe les détails. Au lieu que chaque acteur en réunion de chantier se cherche des excuses, que là, en l'occurrence, ensemble, on cherche des solutions. J'aime vraiment beaucoup cette approche. Et que sur l'opacité et sur quand le client vous demande quand est-ce qu'on a fini ou bientôt, non, là, on est transparent sur la date de fin à tout instant. Et honnêtement, toutes les expériences, alors ça peut encore une fois paraître très théorique ce que je dis là, mais c'est basé sur du vécu, et toutes les entreprises qui ont goûté vraiment y ont trouvé leur intérêt. Encore une fois, l'idée est que c'est des choses qui ne peuvent pas se faire chacun dans son coin. Si tout le monde n'est pas convaincu de la démarche, potentiellement, elle perd de son intérêt. Donc là aussi, si ça vous intéresse, dans les différentes fédérations départementales et régionales, donc là j'ai pris la Nouvelle-Aquitaine parce qu'ils se sont lancés sur le sujet dès le début, il y a plein de retours d'expérience, donc déjà avec vraiment, et puis des chiffres sur des entreprises qui ont joué vraiment le jeu de la transparence sur
combien elles ont gagné concrètement à la fin du temps, à la fin des chantiers menés en ligne, quels sont les gains de productivité qu'elles ont eus, et puis au contraire, qu'est-ce qui reste à améliorer. Donc ça, c'est des choses sur le coup. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher des fédérations locales. Il y a un peu partout en France des projets en cours, voire passés, avec des retours d'expérience qu'il est vraiment très, très intéressant de s'approprier. Alors évidemment, il va y avoir toujours une phase d'appropriation et probablement d'accompagnement. Il y a des cabinets spécialisés. Là encore, je ne suis pas inquiet. On a suffisamment maintenant de retours pour que ça avance. Voilà. Améliorer l'efficacité de chantier. Je suis passé relativement vite parce qu'encore une fois, il y avait une conférence sur le sujet. Je ne sais pas si tu as des questions, Guy, sur le thème. Non, j'ai pas de questions, j'ai juste un témoignage. Rappeler que dans les cursus JDB, le lean management est abordé et que quand en jury, en fin de session d'examen, quand on voit nos stagiaires, en fait, je contribue à ton idée de dire quand on y a goûté, on peut plus lâcher le lean tellement il y a de gains pour l'entreprise. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Ouais, tout à fait. C'est aussi les retours que nous avons eus. Alors bon, après je rentre pas dans les détails, il y a plusieurs façons de faire du lean, il y a du lean entreprise, du lean chantier, mais enfin encore une fois, c'est des choses sur lesquelles maintenant on commence à avoir des rex intéressants, donc n'hésitez pas. Alors le 4e sujet, il nous reste un quart d'heure, je vais aller vite. Le 4e sujet que je souhaite aborder, c'est l'amélioration des conditions de travail. Alors là-dessus, là aussi, moi j'aime toujours bien revenir aux fondamentaux parce qu'on nous dit que notre secteur est accidentogène, pénible, etc. etc. Peut-être, mais en l'occurrence, nous avons été aussi parmi les premiers à nous emparer du sujet puisque l'OPP-BTP que vous connaissez bien a été créé en 1947. Donc vous voyez, là j'ai repris des petites affiches de l'époque où si vous ne souhaitez pas être amputé, il fallait porter ses chaussures de sécurité. Voilà, donc on était un petit peu, on était cash. De ce point de vue-là, on a pas mal progressé. C'est une équation que j'ai appelée moi sans inconnu parce qu'il n'y a pas photo. Améliorer les conditions de travail, c'est un gage pour attirer les jeunes dans le métier et pour maintenir les seniors dans l'emploi. Et je suis désolé, mais quand on parle de difficulté à recruter ou de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, on est vraiment au cœur du sujet. On ne peut pas se départir de cette problématique-là. Et donc, la chasse aux tâches répétitives et pénibles est évidemment ouverte. Alors, comment on s'y prend ? Nous, par exemple, on regarde ce qui se passe du côté des ergosquelettes. Alors, ergosquelettes, ce n'est pas des exosquelettes. Ergosquelettes, on est sur des fonctionnements mécaniques. C'est-à-dire on n'est pas dans du Robocop, on n'est pas dans du motorisé. On est sur des process mécaniques de ressort, de vérin, de rappel mécanique. Mais l'idée étant un maintien postural et un soulagement. Bon, là, en l'occurrence, des douleurs lombaires, mais en l'occurrence, c'est maintien postural et aide au port, notamment quand on a les bras en hauteur. Alors, parmi les premiers qui ont expérimenté ça, il y a l'entreprise Stuck & Staff, comme vous pouvez le voir, donc avec un ergosquelette un peu encombrant, mais voilà, typiquement, pour quand vous avez toute la journée les bras en l'air, c'est important. Et donc là, typiquement, c'est des choses qui, là aussi, on commence à avoir des retours d'expérience intéressants. Quand vous avez une activité où vous passez votre temps avec les bras en l'air, c'est une des premières applications des ergosquelettes qui marche au sens où l'ergosquelette est réglé pour compenser le poids de la machine qui est au bout du bras de l'opérateur, et ce qui fait que il peine beaucoup moins dans sa tâche. Et ce qui m'intéresse moi, c'est que on voit un déploiement. Alors est-ce qu'il est massif ? Je n'en sais rien, mais on voit un déploiement de ces solutions-là, en tout cas une démocratisation. Quand je vois que le groupe Hilti a mis ça à son catalogue après avoir conclu un accord avec Autoboc, qui est un spécialiste des ergosquelettes et qui commercialise depuis début 2021 son premier produit, ou que vous pouvez trouver, alors c'est pas pour faire de la pub, mais que vous pouvez trouver un ergosquelette sur le site de Kiloutou en location, pour moi c'est la preuve d'une certaine démocratisation du sujet. Et donc on a plein d'entreprises, y compris à l'UMGO, qui sont en train de tester. N'hésitez pas, il faut tester. C'est à vous de décider si oui ou non c'est efficace. Encore une fois, c'est vous qui, en fonction de l'activité que vous exercez
et de la tâche de vos personnels sur chantier, c'est eux qui sont les mieux à même de vous dire quand est-ce que ça leur sert ou quand ça leur sert pas. Il n'y a rien de pire que de dire aux gars, voilà un ergosquelette, voyez ce que vous pouvez en faire. Non, il faut réfléchir avec eux et potentiellement sortir là aussi les cas d'usage où c'est intéressant. Voilà. Alors il y a plein de systèmes qui existent. Là, c'est un bras déporté, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un bras qu'on appelle zéro gravité, qui est fixé sur une nacelle et c'est lui qui porte l'outil que vous utilisez, l'opérateur n'ayant entre guillemets qu'à le guider. Donc là, typiquement, le marteau, le burineur qui fait quand même 14 kilos est porté par la nacelle et l'opérateur, lui, entre guillemets, guide et appuie. Mais vous imaginez bien que ça le soulage considérablement puisque c'est 14 kilos en moins. Alors, j'ai pris cet exemple pour aller un peu plus loin de ce qu'on appelle vraiment l'exosquelette. Alors là, l'exosquelette, on est vraiment dans de l'assistance à l'effort robotisée et intelligente. Donc là, c'est l'exemple de Colas. J'en ai pas vu beaucoup des sujets comme ça, mais l'exemple de Colas qui a développé ça depuis 2014. L'idée étant de trouver une solution pour simplifier la vie des compagnons qui tirent les enrobés. Et donc voilà, ça c'est pour vous montrer aussi que ça se fait pas du jour au lendemain. Ils ont testé plusieurs prototypes. Le premier en 2014 qui pesait 42 kilos pour aboutir en 2017 à un prototype qui fait la même chose, plus efficace, enfin au moins tout aussi efficace, qui fait 12 kilos. Et celui-là est déployé dans les agences en France et à l'international, une série de 30 exemplaires. Alors le coût unitaire, je l'ai pas, mais bien évidemment, vous imaginez que c'est pas anodin. Néanmoins, voilà, il y a une série de 30 exemplaires qui tournent en Danemark, en Suisse, en Belgique et en Australie. Et toujours dans l'idée d'assister intelligemment le transport ou la manutention de charge, cette carriole, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est un chariot de manutention assisté. Alors, vous allez me dire quelle différence il y a avec un bon vieux porte-palette, quoi. Et bien là, en l'occurrence, c'est que le sujet, la carriole embarque un algorithme d'intelligence artificielle qui adapte automatiquement l'aide à l'effort déployé par l'opérateur et à la charge dans la carriole. C'est un système à la base qui avait été dépensé pour les coursiers à vélo pour qu'ils ne sentent pas en fait le poids de leur course. Et en l'occurrence, les entreprises de bâtiments ont dit c'est quand même dommage. Enfin, en tout cas, il y a probablement des applications à trouver sur nos chantiers. Et donc, c'était quelque chose qui était en démonstration sur le stand FFB à Batimat en 2019. Et alors, toujours sur le sujet de la prévention, bien évidemment, une des tendances actuelles, c'est les EPI connectés. Donc là, la question de... je vous donne un exemple qui avait bien plu à nos entreprises, c'est la détection des compagnons. Donc c'est en gros, vous avez un émetteur-récepteur dans la machine et dans le gilet de l'opérateur. Les deux communiquent et quand l'opérateur rentre dans une zone comme est définie comme une zone de danger autour de la machine, il est lui-même averti qu'il est rentré dans une zone de danger en même temps que le chauffeur de la machine a une alerte en disant attention, il y a quelqu'un qui se balade trop près de ton engin. Et donc là, c'est vraiment voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup plu, notamment à nos entreprises qui utilisent des nacelles ou de la mini-pelle, des choses comme ça. Voilà, bien évidemment, la problématique des EPI connectés, il faudra se la poser, c'est l'acceptabilité de tout ça parce que par définition, on recueille des données sur tout ce qui se passe sur le chantier, le positionnement des gens. Et donc, on sait très bien, notamment avec le cadre du RGPD maintenant, le règlement de protection des données, etc., que ce n'est pas des choses anodines. Donc, il faut avoir en tête. Alors, bien évidemment, quand on parle d'aller sur un peu plus loin encore, on va parler des robots, de la robotisation et de l'impression 3D. Alors, les robots, c'est l'idée de base, c'est d'aller partout où l'homme ne peut pas travailler, où c'est un peu dangereux pour lui. Donc là, par exemple, je vous donne deux exemples. Le premier que vous voyez à gauche, c'est un robot qui sert à faire du démantèlement de centrales nucléaires. Et celui à droite, c'en est un qui s'est baladé à Fukushima. Et encore, lui, là, il s'est retrouvé avec ses servomoteurs et ses circuits imprimés grillés assez vite par la radioactivité. Donc, tout ça pour vous montrer que, voilà, les robots, c'est pas nous qui débarquons. Par contre, on les déploie sur nos chantiers. Le même que vous avez vu gratter les murs contaminés en démantèlement nucléaire, maintenant, il est couramment utilisé en démolition pour éloigner l'opérateur de la zone de danger. Donc ça, c'est des choses que maintenant, on voit de manière assez récurrente. L'idée, bien évidemment,
c'est de réduire la pénibilité et de remplacer l'homme sur tout ce qui est complexe et dangereux. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la R&D des modes constructifs chez Bouygues Construction. Et donc lui, il dit en gros, c'est potentiellement aussi une solution pour valoriser le métier de la construction et le rendre plus attractif. Et là-dessus, j'attire votre attention sur le fait que on peut tout de suite avoir tout de suite tendance à penser que c'est réservé aux grandes entreprises ou aux grosses œuvres. La réponse est non, puisque j'ai trouvé par exemple cette start-up qui s'appelle PaintUp qui promet du ravalement de façade robotisé. Donc je repasse relativement vite, mais vous allez très vite comprendre le système. C'est en gros, j'ai un robot peintre monté sur une nacelle, et donc ce robot, je lui numérise en 3D la surface. Donc on disait tout à l'heure, dans la rénovation, l'utilisation des outils numériques, ça typiquement c'est une utilisation. On va numériser la surface en 3D, la surface en 3D à peindre. On va définir les zones qui sont concernées, programmer la vitesse de passe, la distance au mur, l'incidence du jet des recouvrements, et puis allez, après c'est parti, et on se retrouve avec le robot qui fait le boulot. Alors évidemment, du point de vue de PaintUp, on vous explique que pour l'opérateur, il n'y a pas de risque de chute, pas de TMS, on ne déploie pas d'échafaudage, etc., pas de contact des agents chimiques. Alors évidemment, derrière, on peut se poser la question du nombre d'opérateurs nécessaires pour réaliser la chose. S'il s'agit d'être juste en bas à côté du robot et d'appuyer sur un bouton, c'est pas le même métier. On est bien d'accord. Néanmoins, l'idée, c'est quand même de savoir que ça existe et qu'il faut se poser la question de ce type de solution. Un petit détour par l'impression 3D dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore beaucoup, parce que ça fait un petit peu rêver. On a tous vu quelque part une impression 3D chez le petit-neveu qui s'amuse à sortir des petites pièces ou des coques de téléphone. Là, on est dans un domaine un poil plus compliqué, puisqu'il s'agit de la mariage de la robotique et de la chimie des matériaux. Donc, plusieurs façons de faire. Soit j'imprime mon mur, comme vous le voyez à gauche, par couches successives, soit je vais imprimer plus exactement ce qui va s'apparenter après à l'isolant qui fait office de coffrage perdu, dans lequel je vais venir couler mon béton. Tout l'intérêt, comme vous pouvez le voir à droite, c'est qu'on va réussir à sortir, et ça c'est intéressant du point de vue de la maîtrise d'œuvre et notamment des architectes, c'est que ça permet d'envisager des formes qu'on serait incapable de coffrer de manière traditionnelle. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. La question est de savoir si est-ce que ça peut se déployer, se massifier ou pas. Alors, j'ai noté un projet intéressant qui s'appelle Vilia Print. C'est une construction de 5 maisons individuelles qui est en cours à Reims. Donc, c'est porté par un bailleur social, un Plurial Novilia. C'est un robot qui fabrique les murs courbes en béton et de performance. Je crois que à l'origine, le robot était censé intervenir in situ. Finalement, il intervient en atelier et on transporte après les murs qui ont été préfabriqués. Et les murs ce système bénéficie, ça c'est important de le dire, d'un avis technique d'expérimentation favorable. Donc ça veut dire que d'un point de vue assurantiel, c'est couvert. Donc l'intérêt, c'est l'économie de matière par rapport à un mur banché. Je vais y revenir tout de suite après. Moins de déchets, grande liberté de créer pour l'architecte, et puis les réservations intégrées pour le second œuvre. Alors on voit d'autres éléments, c'est là où je fais un petit détour par l'étranger. En Belgique, on a vu cette fois-ci, alors là on est plus finalement sur une imprimante 3D XXL, donc là vous voyez c'est un portique qui porte la tête d'impression, et puis donc ça on est en Belgique, c'est une maison de 2 étages qui a été imprimée 90 mètres carrés en 3 semaines et en un seul bloc. Et puis ça c'est en Allemagne, c'est plus récent, fin 2020, là on est encore dans l'étape encore au-dessus du dessus, comme vous voyez c'est toujours le même principe d'un grand portique, sauf que là on est sur un bâtiment à 3 étages, 5 apparts, 380 mètres carrés de surface, 6 semaines pour imprimer l'ossature de l'édifice. Et ce qui m'intéresse aussi, en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est que c'est Perry qui a fait ça. Perry qui est un gros acteur du coffrage, donc côté outre-Rhin en tout cas, et que lui il dit clairement que l'ambition c'est pas pour le moment de gagner, en tout cas d'être plus rentable, c'est d'expérimenter les sujets et de gagner en expérience. Mais on peut se dire que quand des acteurs comme ça s'intéressent à ce sujet, c'est parce qu'ils ont probablement d'autres ambitions que la simple expérimentation et la simple image de marque. Voilà. Donc l'intérêt de l'impression 3D, vous l'avez compris, c'est que c'est
ça permet d'attaquer des sujets complexes et les coûts baissent rapidement, mais bien évidemment, il y aura toujours l'effet coût-volume. Hein. Plus on va en faire et plus ça va baisser. La problématique, bien évidemment, c'est que tout ça maintenant va devoir s'inscrire dans la réglementation, hein, parce que en termes d'assurabilité, etc., c'est pas évidemment dans les DTU, c'est à chaque fois avis technique appréciation technique d'expérimentation, comme on vient de le voir. Voilà, donc il y a un vrai potentiel. L'idée de savoir si ça va se massifier ou pas, c'est clairement une question d'optimum économique. Donc ça, bien malin qui saura le dire. L'impression 3D, et c'est là-dessus que je termine, c'est quand même intéressant parce que ça permet de mettre la juste matière au juste endroit. Et donc là, typiquement, tel que vous le voyez, le mur que vous voyez à gauche ne sera pas rempli. C'est-à-dire qu'on va mettre pile poil le béton, en tout cas le coulis de ciment, là où on en a besoin. Seul le trou que vous voyez sera rempli et renforcé avec un raidisseur, donc avec de l'acier, et puis on va recouler un béton à l'intérieur, mais on voit bien que là, typiquement, on va mettre beaucoup moins de matière pour obtenir le même résultat, et que classiquement, on comprend bien que moins de matière égale moins de CO2, donc moins de carbone. Et c'est le sujet que je vais aborder maintenant pour terminer. Sauf à ce que tu as une question maintenant, Guy, avant que je... Sur cette partie, j'ai une ou deux questions. Là. Enfin, est-ce qu'en communiquant sur l'assistance intelligente, robotisée, etc., ça ne peut pas servir à rendre les métiers plus attractifs? Et est-ce que l'UMGO a l'intention de s'emparer de cet aspect des choses? Oui, alors on communique déjà sur ces sujets-là. Complètement, hein. L'idée étant évidemment, on va pas, je veux dire par là que les métiers, je pense à l'armée par exemple, ne se privent pas, je dirais, pour montrer l'appropriation des nouvelles technologies dans notre quotidien d'entreprise. Maintenant, on le fait aussi en n'étant pas survendeur, au sens où c'est en cours de déploiement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas consensus sur est-ce que c'est... Alors, facteur d'attractivité pour les jeunes, c'est évident. Maintenant, est-ce que c'est l'avenir de nos métiers tel que nous, on l'envisage? Ça, c'est encore une autre question. C'est-à-dire que moi, en tant que UMGO, c'est assez clivant comme sujet. Hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, même si je fais une sortie hors UMGO, quand je prends mon robot peintre, très clairement, c'est pas plus tout à fait le même métier qu'une entreprise qui envoie des peintres le faire de manière plus traditionnelle. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Parce que derrière, vous imaginez bien que toute la chaîne, y compris de la formation et des référentiels de formation, est impactée. Mais bien évidemment, il n'y a pas photo. Quand maintenant on veut faire venir des jeunes, je pense notamment à des choses qu'on a montrées sur les coulisses du bâtiment. Sur les coulisses du bâtiment, on a montré des choses qui utilisaient par exemple les drones. Beaucoup de relevés par drone, ça c'est des choses qui, tout de suite en termes d'image, modernisent le secteur. Ok, merci. Oui, tu l'as abordé. Donc l'autre question, elle était sur est-ce qu'on ne va pas modifier, mais tu viens d'y répondre, mais je la donne quand même pour l'auditeur. Est-ce qu'on ne va pas modifier les compétences, la qualification des ouvriers? Bien sûr. En disant en parlant des référentiels de formation. Donc. Bien sûr, ouais, tout à fait. C'est un corollaire. C'est un corollaire, mais encore une fois, ça sera la résultante. C'est pas à sous-estimer, mais ça sera la résultante. Qu'est-ce qu'on veut, et pour y parvenir, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Ok, merci Julien. Alors, dernier point, je vais essayer d'aller relativement vite. Donc, il y a certains sujets que je vais pas rentrer dans le détail pour pas trop. Je vais essayer de me concentrer sur les 2-3 grands messages que j'avais imaginé vous délivrer ce soir. Alors, penser la décarbonation de la construction, ça c'est essentiel parce que qu'on le veuille ou non, ça y est, ça a percolé et dans l'esprit de tout à chacun maintenant, cette question de l'environnement fait partie intégrante. Alors, qu'on soit croyant, pratiquant ou pas, il n'empêche que c'est dans le débat public, et encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est aussi dans le débat électoral, et on l'a déjà vu pour les municipales, c'est vrai aussi pour les départementales et régionales qui se profilent. Et alors, je mets ma main, enfin, je parie, ma main à couper, ça ira peut-être un peu loin, mais en tout cas, je prends les paris qu'on n'y coupera pas pour la future élection présidentielle en début d'année prochaine. Donc, décarboner la construction, c'est essentiel, et on va y arriver dans le neuf, par la réglementation environnementale 2020. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette réglementation parce que je n'ai pas le temps.
Elle est applicable au 1er janvier prochain. Pour tous les logements neufs. Pour tous les logements neufs dans un premier temps, quelle que soit leur taille. On attaquera le tertiaire un peu plus tard. Ce qui est important de voir dans la RE 2020, c'est qu'on va renforcer les exigences énergétiques qu'on avait déjà dans le cadre des RT précédentes, 2005, 2005, 2012. Donc on va un cran plus loin, notamment sur la notion de confort d'été. On va être beaucoup plus exigeant sur ce sujet-là. Et le gros volet vraiment nouveau pour ce qui concerne notamment les gens de la structure, mais vraiment pas que, c'est l'intégration d'un volet carbone. Des choses qui ont déjà été impulsées par les lois associées à la transition énergétique, depuis la loi Grenelle, en passant par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, jusqu'à la loi Elan en novembre 2018. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vu venir et qui se concrétisent dans le cadre de cette réglementation environnementale. Alors, je passe relativement vite sur les arbitrages du gouvernement qui ont eu lieu en fin d'année dernière et qui ont eu quand même pour, je dirais, effet de mettre la RE 2020 sur le devant de la scène parce que notre ministre Pompili a annoncé de but en blanc qu'elle voulait la disparition du chauffage gaz très rapidement, donc dès 2021 en maison individuelle et en 2024 en collectif, et puis que pour tout ce qui était structure, ça serait bois et biosourcé, point, à l'horizon 2030. Donc évidemment, ça a suscité pas mal de réactions dans l'intégralité de la filière. Alors, toute la question, c'est une question liée à l'analyse de cycle de vie dynamique simplifiée. Ne m'en veuillez pas, je ne vais pas rentrer dans le sujet ce soir, on n'a pas le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça pose, entre guillemets, ça se base sur un principe relativement simple qui considère que tous les matériaux qui vont stocker, même temporairement, du carbone pendant la durée de vie du bâtiment sont plus vertueux que des matériaux qui nécessitent d'émettre leur carbone dès leur fabrication. C'est le principe de base et ce qui fait que finalement ce stockage temporaire, on l'imagine bien, est très favorable au bois et aux matériaux biosourcés qui sont les seuls, à peu près en tout cas, matériaux qui stockent temporairement le carbone. Donc, l'analyse de cycle de vie, je ne rentre pas dans le détail encore une fois, elle est très favorable à ça, ce qui fait que l'ARE 2020 va pousser au recours aux matériaux biosourcés, donc soit directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par tout ce qui fait appel au bois. Alors attention, quand je dis ça, ce n'est pas uniquement en structure, hein. Ça veut dire par là que tout ce qui va être aménagement, parquet, finition, menuiserie, tout ce qui va faire appel au bois, par le fait que cette analyse de cycle de vie singulière annule du carbone en utilisant ce matériau, par définition, on va être tenté de l'utiliser. Mais on le voit aussi dans le cadre des isolants. Donc là, j'ai pris des exemples de produits qu'on commence à voir arriver, nous, dans le gros œuvre, qui font appel à des isolants biosourcés à base de fibres de bois, qui, du coup, le simple fait d'utiliser des fibres de bois, donc isolants biosourcés, améliore l'empreinte carbone. Isolant que vous retrouvez aussi, alors du coup, plus traditionnellement, sur la photo de droite, posé de manière traditionnelle, là par exemple en isolation thermique par l'extérieur. Donc ça, c'est des choses qui vont forcément se déployer, bien évidemment, moyennant que l'offre soit là et que économiquement, ça passe. Alors, ça n'empêche pas évidemment tout le monde de travailler sur des leviers de réduction de l'empreinte carbone. Donc le ciment travaille beaucoup sur ces sujets-là. Pour ce qui concerne le ciment, il s'agit d'essayer de faire en sorte d'utiliser moins de clinker, le clinker étant la matière première qui constitue le ciment et qui, par le simple fait de son chauffage et de la réaction chimique que ça engendre, émet du carbone. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de mettre autre chose que du clinker et puis de travailler sur les combustibles qu'on utilise, dans les cimenteries. Donc ça, les cimentiers sont déjà à fond sur ces sujets-là. Et dans un moyen terme, l'idée, c'est aussi de capter le CO2 directement dans la cimenterie et de le réintroduire dans le process de fabrication. Donc là, on est plus à moyen terme. Il y a plein aussi de sujets en cours sur la thématique. Alors, la captation de CO2 à la source, ça permet aussi... on a fait la preuve qu'en utilisant des granulats de béton recyclés,
Il y a le phénomène de carbonatation du béton qu'on connaît bien, hein, qui est plutôt d'habitude identifié comme étant un problème. Là, on va en faire une opportunité, puisqu'on va se servir de cette capacité à refixer du CO2 grâce aux granulats de béton recyclés, en utilisant ces granulats de béton recyclés dans des nouvelles formulations de béton. On voit aussi arriver des nouveaux ciments. Alors là, cette fois-ci, dans des cimenteries sans four ni cheminée. Donc là, c'est des gens qui ont trouvé une autre façon de faire du ciment sur la base de réactions chimiques, bien évidemment, dont les brevets sont largement protégés. Voilà, donc il y a une usine prototype qui existe et puis il va y en avoir plusieurs qui vont se mettre en place. Là, l'idée encore, hein, c'est de montrer que les choses bougent et qu'il y a beaucoup de R&D sur le sujet. Moi, j'attire l'attention des entreprises. Là aussi, il y a un enjeu de sauvegarde de notre valeur ajoutée, quel que soit, je dirais, le corps d'État dans lequel on intervient, puisque la RE 2020, là encore, va donner une place prépondérante à ce qui se passe avant que les entreprises interviennent, en l'occurrence là les BET thermiques, puisque par définition ils vont faire les études thermiques, c'est eux aussi qui vont s'attaquer au bilan carbone, aux analyses de cycle de vie. Donc il va falloir s'interroger très rapidement sur la capacité des entreprises à proposer des variantes. Tous les corps d'État, je l'ai dit tout à l'heure, sont concernés, y compris le second œuvre de finition. Il ne faudrait surtout pas croire que la problématique va concerner uniquement la structure. Et donc les actions qui sont à mener pour les entreprises, c'est une forme d'évangélisation pour encourager d'abord et s'approprier l'innovation des fournisseurs, parce que l'idée c'est que c'est très bien ce qui se passe dans les labos des fournisseurs, mais il faut encore que les entreprises se l'approprient et le déploient, il faut que ça soit mis en œuvre. Et puis il faut plaider pour la mixité de solutions. À la Fédération française du bâtiment, la logique c'est vraiment la transversalité des solutions, de la mixité. C'est surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça c'est vraiment d'échanger un maximum sur ces sujets, et puis de plaider pour aller au-delà du seul indicateur carbone, parce que finalement c'est un indicateur parmi plein d'autres, et de penser aussi économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quelque chose sur lequel les maîtres d'ouvrage sont assez sensibles, et c'est facile à comprendre, l'économie circulaire, alors que le CO2, c'est plus difficilement palpable. Donc là aussi, encore une fois, terminer là-dessus. Le bon choix, vous l'avez compris, c'est la mixité des solutions, c'est le choix de la compétitivité, c'est la complémentarité des matériaux, en mettant chaque matériau au bon endroit selon ses atouts. C'est vraiment le sujet à défendre. Tout le monde l'a à peu près compris. Maintenant, il faut que ça entre dans les faits. Et puis l'économie circulaire, c'est de montrer qu'il y a plein de sujets qui ont abouti sur la problématique. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, Recy-Béton. Donc c'était une capacité de montrer qu'on savait recycler le béton dans le béton et pas uniquement en fond de fouille ou en sous-couche de chaussée. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'économie circulaire ne rime pas toujours avec décarbonation. C'est pas parce qu'on fait de l'économie circulaire que comme par magie on améliore le bilan carbone. Néanmoins, encore une fois, valoriser les ressources locales, c'est quand même des choses sur lesquelles les maîtres d'ouvrage sont sensibilisés. Donc il y a plein de choses qui existent. Il y a notamment un hub d'accélération pour l'économie circulaire dans la construction qui s'appelle Agir. Si vous avez un maître d'ouvrage qui s'intéresse à ces sujets mais qui ne sait pas comment s'y prendre, ce hub est là pour l'accompagner. Et puis je vous donne quelques exemples pour vous montrer à quel point les choses bougent. Et j'ai pris évidemment ce que je connais dans le gros œuvre, mais il y a plein de choses qui se passent dans plein de domaines. Là j'ai pris Cédibrick. Là, l'idée, c'est de dire aussi, on a un peu tendance en ce moment à dire le bâtiment, la construction, c'est mal. Oui, mais attendez, on est bien content de trouver la construction et le bâtiment quand il s'agit de recycler les coproduits des collègues. Donc, à l'occurrence, là, les sédiments de dragage portuaire, parfois bien lourdement pollués dans des ports, donc en l'occurrence, là, c'est le port du Havre et le port de Rouen, travaillent sur un projet avec les briquetiers sur l'utilisation des sédiments de dragage portuaire pour refabriquer des tuiles et des briques. Donc, encore une fois, ça, c'est quand même des choses que je trouve assez intéressante et qui on aurait tort de ne pas valoriser. Autre exemple, l'intégration de déchets de bois d'ameublement, tous ces trucs qu'on jette là une fois que le meuble dont on veut plus nous a lassés. Là, nous, on réfléchit à voir de quelle manière, là aussi, on peut essayer de réutiliser une partie de ces déchets de bois issus des meubles en fin de vie dans la fabrication d'une maçonnerie porteuse. Donc ça, c'est des choses, là encore, qu'il faut avoir en tête. C'est toujours bon de le signaler aux maîtres d'ouvrage. Alors, deux derniers exemples. On s'interroge, on retravaille sur, j'allais dire, de la technique très traditionnelle, mais pour le coup assez mal documentée.
aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on a beaucoup de déblais, beaucoup de terre, et tous les maîtres d'ouvrage vous disent tiens, ça serait intéressant qu'on les utilise. Ah oui, mais attendez, ça se fait pas comme ça. Donc là, on accompagne un truc qui s'appelle le projet national terre. Là, l'idée étant de dire on va essayer de voir un petit peu quelles sont les techniques de construction en terre, d'essayer de leur trouver des débouchés intéressants, et aussi en ayant les connaissances scientifiques solides. Et donc, en l'occurrence, lever tous les freins liés au comportement mécanique et aux besoins de justification réglementaire, parce qu'une fois que vous voyez ce genre d'ouvrage tel que je vous le montre à droite, ce sont des arches en terre crue. Évidemment, le bureau de contrôle, notamment quand il s'agit de parler de séisme, va être un peu regardant. Et donc, bien évidemment, en découlent les problématiques de coût, d'assurabilité, et puis, bien évidemment, tout ça, c'est aussi une nécessité de formation des acteurs. Et je termine par des plateformes que vous avez commencé à voir arriver. Là, il ne s'agit plus de recyclage, mais de réemploi. Donc, c'est-à-dire, en gros, je ne démolis pas ce que je retire, je vais le réemployer tel qu'il est. Donc là, c'est ce qu'on appelle des matériaux de seconde main. Donc, il y a des plateformes dédiées qui se sont mises en place, Bacacia, CycleUp, etc. Donc, il y a un groupe de travail à l'agence Qualité Construction qui s'intéresse au sujet pour voir un petit peu comment on peut intégrer intelligemment des produits à réemployer. Et il y a un projet de recherche et développement de métier qui est mené à la Fédération française du bâtiment. L'idée étant de voir, bien évidemment, quelles sont les caractéristiques des produits et équipements, quelles sont leurs capacités résiduelles, leurs aptitudes au réemploi, et puis qu'est-ce que ça va donner en termes de contrôle technique et d'assurabilité. Voilà, l'idée, c'est je peux comprendre assez facilement que quand je retire un élément de finition, je pense à du parquet, on peut assez vite repérer si oui ou non il est réutilisable et quelles sont ses aptitudes au réemploi, quitte à le déclasser légèrement. Autant quand il va s'agir d'une fenêtre ou d'une menuiserie, là l'enjeu est un petit peu différent. Voilà, donc ça c'est là-dessus que je termine. Vous avez compris, les leviers, bien évidemment, ceux que je vous ai présentés ce soir, ils sont parcellaires, mais déjà assez touffus. Peut-être que dans un an, on se reverra et on verra que certains ont beaucoup progressé et puis d'autres, on les a complètement oubliés. C'est fort probable. C'est pas grave, c'est le jeu. Et donc, voilà, moi, rendez-vous dans un an, si vous le souhaitez. On refera l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions, Guy, sur la suite? Et puis sinon, voilà. Écoute, sur la partie matériaux, là, j'ai quelques questions, et puis j'en aurai une générique qui te servira de conclusion bis. Voilà. Je t'en prie. Quel est l'impact sur les prix de la réduction de l'empreinte carbone, là, sur le prix des matériaux? Parce que les matériaux sont en plus déjà assez chers tout à l'heure. Pour le moment, honnêtement, c'est pas... il n'y a pas d'impact direct. L'impact est indirect, c'est-à-dire qu'on va renforcer les exigences. Donc, qui dit renforcer les exigences dit on va mettre plus d'isolant, on va être un peu plus exigeant sur ce qu'on met en œuvre. Alors moi, je connais mal les équipements techniques, mais de ce que j'ai compris, le passage aux pompes à chaleur plutôt que les chaudières gaz, évidemment, ça va se traduire en coût. Alors, il y a des bagarres sur les surcoûts estimés, sur les différents seuils prévus par la RE 2020. Je rappelle qu'il y a les seuils, là, on va monter d'un cran tous les 3 ans à partir de 2022, 2022, 2025, 28 et 31. Donc au fur et à mesure, tout ça, les exigences vont se renforcer. Alors à l'heure où on se parle, il n'y a pas il n'y a pas un isolant qui coûte plus cher parce qu'il est bas carbone. Mais évidemment, je serais étonné que tous les efforts de R&D qui sont consentis par tous les industriels de toutes les filières ne se retrouvent pas à un moment ou à un autre dans le prix des matériaux qu'on achète. Et bien évidemment, à la fin, on se retrouvera toujours dans la problématique de est-ce qu'on arrive quand même à sortir le mètre carré de logement au prix où le futur acquéreur pourra se le payer. Et donc, pour enchaîner là-dessus, est-ce que justement, ça ne va pas créer une dépendance forte aux fournisseurs? Si, mais pas plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'emparer du sujet. Moi, la crainte que j'ai, c'est pas la dépendance aux fournisseurs, c'est le fait que quand on découvre un sujet et qu'on trouve une solution qui passe, on la déploie systématiquement. Et que du coup, ça limite le champ des possibles assez vite. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter pour que tout le monde ait sa place et que les entreprises puissent encore continuer à proposer des variantes. C'est-à-dire que si nous-mêmes, aujourd'hui, ne nous emparons pas du sujet, ne faisons pas ce que j'expliquais tout à l'heure, la promotion de la mixité des solutions et la promotion de s'emparer des sujets pour pouvoir apporter des variantes, évidemment, on risque d'avoir un champ des possibles qui se rétrécit. Mais ça tient en partie aussi
à nos actions. Tout le monde va découvrir cette notion d'analyse de cycle de vie en même temps, à part quelques happy few dont nous sommes, mais qui ont bossé sur l'élaboration de la RE 2020. Aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'elle contient. D'ailleurs, les textes officiels sont toujours pas sortis. Donc, bien malin celui qui sait comment ça va se passer. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est que, encore une fois, on aille sur des catalogues de solutions un peu trop rapidement bouchés. Et ça, de ce point de vue-là, par exemple, je prends l'exemple des entreprises de gros œuvres. Nous, on encourage beaucoup les entreprises de gros œuvres à se rapprocher des bureaux d'études thermiques, notamment, qui sont des interlocuteurs qu'on a peu au quotidien, qui nous connaissent mal, et pour autant, des gens avec qui on va devoir échanger beaucoup plus fréquemment. D'accord. J'ai une autre question, et puis après je ferai la conclusion, la question qui pourrait être conclusive. Avons-nous suffisamment de réserves de bois? Il y a quelqu'un qui me dit du bois, encore du bois, et la déforestation dans tout ça. Oui, alors là, pour le coup, moi je suis mal placé pour en parler, mais effectivement, c'est un sujet en cours. Alors, bien évidemment, la filière bois explique d'abord que la situation actuelle est très singulière. Il y a une partie du bois qui part à l'étranger pour plein de raisons. On parle notamment du fait que les États-Unis absorbent beaucoup de production de bois, du fait des taxes qu'ils ont mises aux frontières avec le Canada, etc. etc. Bon, tout ça, effectivement, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la disponibilité et les prix sont des sujets compliqués. Après, la notion de gestion de la forêt, là, vraiment, je ne m'exprimerai pas sur le sujet parce que, en fait, il y a un peu un syndrome NIMBY. Moi, j'aime bien dire ça. C'est-à-dire que, vous savez, on est tous favorables à des trucs très sympas, mais quand ça se passe loin de chez nous ou pas dans notre jardin, donc tout le monde veut voir de l'énergie renouvelable, mais on n'aime pas voir les éoliennes. Et de la même manière, tout le monde a envie de bois, mais on n'a pas envie de couper les forêts. Donc là-dessus, c'est toujours un truc un peu problématique. Je pense que, voilà, alors ça, c'est un sujet, c'est une opinion très, très personnelle. Pour moi, c'est pas la forêt. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la forêt, qui est l'écosystème forêt de feuillus avec tout ce qu'elle nécessite de gestion de gibier, de l'ONF, etc., etc. Et puis de l'autre côté, il y a celle pour construire dont il faut admettre, et je pense que ça, c'est un des sujets, encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais dont il faut admettre qu'on est plus dans de la culture d'arbres, quoi. On est comme un champ de maïs, on aura un champ d'épicéa, encore que l'épicéa, c'est pas forcément l'essence la mieux à même de résister à tout ça. Mais enfin, voilà, il faut aller là. Moi, j'ai déjà vu ça, par exemple, sur des champs de sapins destinés à devenir des sapins de Noël. Bon, voilà, c'est comme des champs de maïs, quoi. Vous avez vos champs de sapins qui sont coupés tous les jours, ça choque plus personne. Évidemment, il y a tous les effets de bord qu'on voit actuellement sur le bois énergie, etc., etc., sur des essences nobles qui deviennent de la plaquette pour être mises en chaufferie. Mais voilà, encore une fois, tout ça, c'est des choses. On est dans une situation un peu singulière, donc c'est un tout petit peu compliqué. Et puis alors, attendons, il y a aussi un dernier élément là-dessus, c'est que au niveau du bilan carbone, dans le cadre de l'analyse de cycle de vie dynamique simplifiée que j'évoquais tout à l'heure, la provenance du bois est finalement pas si impactante que ça. Que mon bois français sera toujours mieux, bien évidemment. Mais je dirais, c'est pas parce qu'il vient d'Autriche qu'il est disqualifié, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand même. Ok, merci pour moi, je note que dans ta réponse, il y a peut-être l'idée d'une future conférence sur les ressources naturelles et la construction, choses comme ça. D'une manière générale, la situation actuelle pose la question de notre dépendance aux matières premières au sens large. Te dire que, moi là aujourd'hui, quand j'explique ou quand on nous explique plus exactement que c'est parce qu'il y a la reprise en Chine, au Vietnam et aux États-Unis que moi, sur mon chantier, je peine à avoir mes canalisations PVC pour faire de l'assainissement, c'est compliqué. Et puis alors, pour le faire valoir auprès du client, c'est encore plus compliqué. Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais enfin, c'est vraiment le quotidien de ce qu'on voit aujourd'hui. Merci pour ta réponse. Alors, dernière question alors. Parmi les 5 leviers du changement que tu nous as au passage brillamment synthétisés, brillamment présentés, alors que faut-il privilégier? Faut-il les hiérarchiser? Et qu'est-ce qui peut séduire un dirigeant pour s'aventurer dans un tel changement?
C'est difficile de répondre à cette question, mais j'ai envie de dire, moi, je ne les prioriserai pas. Ils sont hyper transversaux, en fait. Je pense qu'à partir du moment où vous allez vous intéresser à un, vous allez voir que par effet de domino, vous allez forcément vous intéresser aux autres. Celui que je singulariserai un peu, c'est la décarbonation. Mais ça, la décarbonation, l'économie circulaire, c'est des choses qui vont arriver. Pour le coup, ça va arriver parce que la réglementation est là. Je veux dire, là, pour le coup, on n'est pas sûr est-ce que ça va venir ou pas, est-ce que les maîtres d'ouvrage vont le demander ou pas. C'est la réglementation. Alors, on peut le déplorer, mais en l'occurrence, la réglementation, elle a un effet de levier obligatoire. Pour les autres, c'est des choses qui vont s'enchaîner. Je veux dire par là que si vous démarrez à réfléchir sur une dose d'industrialisation, nécessairement, vous allez vous poser la question du numérique. Et nécessairement, vous allez vous poser la question de l'organisation du chantier, donc du lean. Et ce faisant, vous allez vous poser la question des conditions de travail. Parce que si vous commencez à aller sur ces sujets-là, par définition. Mais, comme je vous disais là, vous allez pas... L'idée, là, si tu veux, c'est qu'on ne va pas s'attaquer aux conditions de travail. C'est-à-dire que l'amélioration des conditions de travail va être une conséquence favorable à la réflexion sur les autres sujets. Maintenant, si mon problème, c'est je n'ai pas trop d'intérêt à toucher le reste, mais je veux m'attaquer au maintien dans l'emploi des seniors parce que les licenciements et les gestions d'inaptitude, ça commence à coûter cher, je peux attaquer par ça. Ça, c'est vraiment, je dirais... chacun à l'aune de sa réalité. Mais encore une fois, j'ai pas mis les 5 complètement par hasard, comme vous pouvez le comprendre là. C'est que si vous attaquez le 1, vous allez embringuer 2, 3, 4. Encore une fois, le 5, j'ai aucun doute sur le fait qu'il s'imposera à nous. Alors, de quelle manière? Là, l'idée, c'est pas de savoir si la vague va arriver. La vague, elle est là. Maintenant, l'idée, c'est combien de temps on va la surfer et dans quel sens. Ok, ben ça sera le mot de conclusion. Merci. Julien, vraiment de la pertinence et de l'énergie mise dans cette conférence qui va faire son chemin. Avec plaisir, merci Guy. Oui, merci beaucoup Julien. Donc on le rappelle, tu es secrétaire général de l'UMGO. Donc effectivement, un éclairage intéressant avec ces exemples de changements en cours dans l'acte de construire. On retient bien évidemment ces 5 leviers qui ouvrent de larges perspectives pour les entreprises. Merci à Guy d'avoir relayé les questions pour Julien. Retrouvez cette conférence perspective et toutes les autres sur la page YouTube de l'ESJDB et nos offres de formation en management et gestion d'entreprise du BTP sur esjdb.com. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.